Bonjour, bienvenue à ce deuxième cours de chimie située. Si vous avez suivi le premier cours, vous vous souviendrez qu'un point que j'avais retenu, qui avait retenu mon attention, et c'était ce transparent. Vous trouverez un petit rappel à la minute du cours. Parce qu'une heure, c'est un peu long. Donc, ce transparent avait attiré mon attention parce qu'il semblait démontrer que le bagage scientifique dont nous disposons euh, est piloté par les connaissances politiques, par les croyances politiques que nous avons au fond de nous-mêmes. Et plus ce bagage scientifique est fort, plus la capacité à être orienté s'impose. Donc c'était ce premier constat d'une interdépendance que la lecture du monde des scientifiques, en particulier avec l'interprétation des données, n'est pas immédiatement neutre ni objective. Le deuxième point, c'est la proposition que je faisais, c'était de s'intéresser à la théorie des savoirs situés de Donna Haraway, qui postule qu'en comprenant la contingence de la position dans le monde, et donc en évacuant cette idée qu'on a un positionnement neutre, il est possible de produire des connaissances avec une plus grande objectivité. On arrivait donc à l'idée qu'un savoir non situé était un savoir situé qui s'ignorait et qu'il y avait à ce propos deux enjeux. Un enjeu épistémologique, donc de la qualité des connaissances qui sont produites, mais aussi un enjeu politique. C'est que ne pas connaître la partialité des perspectives qui sont à l'œuvre quand on produit un savoir, donc ignorer son propre positionnement, travaille dans les intérêts, en faveur des intérêts de ceux, que ce soit des individus ou des systèmes, qui bénéficient de cette partialité. Au cours précédent, j'avais défini épistémologie, je n'avais pas défini politique. Une définition parmi d'autres, mais c'est juste pour arrêter le coup que je ne suis pas en train de parler de la politique, comme on peut l'entendre en ville avec les politiciens, mais plutôt du politique, de l'ensemble des mécanismes et des processus décisionnels qui permettent de prendre des décisions engageant la collectivité. Donc c'est cette idée du politique comme construction du collectif, de la police, la cité grecque. Ce cheminement intellectuel aboutissait à une proposition d'une roue des chimies situées, où en partant de nos propres désirs de société, de nos propres projections de l'avenir, que ce soit des projections positives, mais même des peurs ou des craintes, il est possible de s'appuyer sur un de ces moments directeurs et à partir de là réfléchir à quelle chimie on veut construire pour que ce monde advienne. L'exemple le plus concret que je vais vous proposer maintenant, et je l'avais déjà présenté, est tiré d'un groupe de chimistes et de physiciens du laboratoire de physique et chimie des nano-objets à Toulouse, Marion Loup, Bastien Sanglard, Julien Carret et Sébastien Lachaise, qui, en partant d'une conceptualisation des objectifs de leur recherche, des critères de pérennité, d'équité, de convivialité selon la définition d'Ivan Illich, j'ai mis une référence ici. À partir de ces critères de la recherche, ils ont imaginé un projet, un procédé de métallurgie bas carbone qui permettait, en combinant un solaire à concentration en guise de source de chaleur décarbonée et en remplaçant le réducteur fossile que nous utilisons maintenant en métallurgie avec un réducteur plus facilement bioaccessible, il est possible d'aller vers cette métallurgie bas carbone qui est pérenne, équitable et conviviale. Donc, il est possible d'opérer aussi, on a des espaces de liberté pour aller chercher quelles peuvent être les chimies situées qui répondent à nos envies. Voilà, ça, c'est un peu le résumé de ce que j'ai essayé de présenter dans le premier cours. Et je vais maintenant peut-être plus m'orienter vers pourquoi et sur quelle échelle de temps. Parce que, évidemment, et je ramène ici une vignette qui est tirée d'un site qui rappelle un peu les excuses de l'inaction climatique, qui rappelle par exemple qu'une posture possible, c'est, mais vous voyez bien, le projet ANR que tu viens de citer, il est entré
de parler, ça se passe, on s'en occupe. Il y a une politique scientifique qui permet d'aborder différents futurs. Eh bien, c'est un des mécanismes possibles de l'inaction, hein, se renvoyer au futur. Une autre critique ou qui peut être portée à la posture que je propose, c'est mais la recherche est faite par des chercheurs, les chercheurs peuvent être orientés, mais la science, le décantement de toutes ces recherches a des mécanismes internes de correction qui font que, à terme, on va converger vers quelque chose de plus objectif qui décrit le plus fidèlement possible la réalité. Donc, c'est un peu pour adresser ces deux objections, ces deux aspects que je vais m'intéresser au cours d'aujourd'hui, qui est la vitesse, et qui est donc fondamentalement la prise en compte du facteur temps dans un positionnement où nous sommes aujourd'hui, où nous allons après, et avec quelle vitesse, quelles sont les orientations. Et pour parler de cette vitesse, je vais parler, et là c'est le titre officiel, de chimie située, question à la frontière planétaire du cycle de l'azote. Vous rappellerez, hein, nous avons parlé lors du premier cours des limites planétaires, de ce cadre d'analyse de la situation du système Terre à travers 9 frontières possibles. On se rappellera la biodiversité, on se rappellera le changement climatique. Mon attention d'aujourd'hui va porter sur le cycle de l'azote que vous voyez profondément entaché. La zone en verte voulant être l'espace sûr où les activités anthropiques restent d'une taille raisonnable et d'une vitesse raisonnable par rapport à la capacité au système Terre d'intégrer ces changements, et une zone qui n'est pas sûre et qui change ses grands équilibres et qui est raison d'inquiétude. Je vous parlais de vitesse parce qu'il ne s'agit pas juste de position, il s'agit aussi de direction, d'un changement qui continue à s'accélérer. Et là, je rappellerai le concept de grande accélération de Will Stephan et d'autres qui montraient un emballement sur différents paramètres, dont la consommation d'engrais. Et on va faire un peu de chimie quand même, hein. Cet engrais qui est fondamentalement issu d'un azote rendu disponible et donc qui reboucle avec cette limite planétaire de l'engrais dont je vous parlais. Alors, pourquoi ne pas parler en premier du CO2 ? Je vous avais déjà anticipé que le 3e cours sera autour du CO2 et la transition écologique. Pourquoi commencer par l'azote ? Et là, je voudrais me refaire à une phrase d'Antonio Gramsci tirée des Cahiers de prison qui rappelle que il faut faire attention, et je le dis aussi à moi-même, sur cette idée des roues de la chimie situées avec des projections sur le futur. C'est que le passage de la rêverie et du fantasme, dit-il, une preuve de manque de caractère et de passivité. Si on se projette, on imagine qu'un événement s'est produit et que le mécanisme de la nécessité s'est inversé. Or, et je lis en gras, il faut au contraire attirer violemment l'attention sur le présent tel qu'il est si on veut le transformer. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi de parler en premier de l'azote. La deuxième raison, c'est parce que c'est un des sujets de recherche que j'ai traité au laboratoire. Je me suis intéressée à la dissociation de cette molécule de l'azote vers des formes réactives avec des catalyseurs. Donc, ça me parle en tant que chercheuse. Et ça fait écho avec un avis qui est sorti en décembre 2022 du COMETS, qui est un organe du CNRS, le comité d'éthique du CNRS, qui a été saisi par le PDG sur les enjeux environnementaux et la conduite de la recherche, et qui a abouti à une prise de position assez forte, qui rappelle que la finalité spécifique de la recherche, qui est de produire de la connaissance au service de la société, confère aussi une responsabilité particulière, qui est de s'interroger sur les usages qui pourront être faits de ces connaissances et sur la manière dont ces derniers peuvent répondre aux problèmes que rencontre la société ou au contraire les pérenniser, voire les aggraver. Donc ce lien
cette absence de neutralité, cette absence d'idée que la recherche, c'est la recherche et c'est ça notre travail. Notre travail est aussi de se poser la question vers où ça va, à quoi ça contribue, indépendamment presque de notre volonté de réfléchir à ça. Et c'est évidemment un travail de chercheur, ici on parle du CNRS, mais il me semble que c'est un appel qui peut s'adresser à beaucoup d'entre nous à l'intérieur et au dehors de la recherche. Et le troisième point, c'est que le mécanisme dont je vais vous parler, donc la transformation de l'azote en engrais, se base sur une technologie de la chimie qui s'appelle la catalyse. On connaît, hein, c'est un mot qu'on utilise dans le langage de tous les jours et il est assez proche de la définition scientifique. On catalyse une rencontre, on catalyse un événement. Dans ce cas, il s'agit de catalyser, donc d'accélérer une réaction chimique. Et il me semble que penser cette catalyse, la catalyse Haber-Bosch, parce que vous l'avez vu, c'est sur une quantité phénoménale. Donc, ça nous permet de vraiment pousser le raisonnement vers des limites, qu'elles soient planétaires ou qu'elles soient productives. Eh bien, cette catalyse accélère. Et donc, il y a un lien intellectuel probable à faire entre cette capacité à accélérer la chimie, la transformation du monde, le lien avec l'énergie, hein, cette capacité à transformer le monde, et le lien avec la grande accélération de l'Anthropocène. Donc c'est sur ces trois points, regarder le futur en face, s'intéresser à la catalyse et penser à quel est l'effet de nos recherches et de notre action dans le monde, que j'ouvre donc le cours sur la catalyse en premier, sur l'azote en deuxième. Petit rappel, là c'est vraiment un petit cours de chimie qui va prendre 5 minutes pour ceux et celles qui ne sont pas familiers de notre façon de représenter le monde, hein, réduit à des atomes et des molécules qui se récombinent. Vous vous souvenez peut-être, on l'a vu au premier cours, on a l'habitude d'utiliser ces diagrammes où sur la droite, vous voyez l'énergie des réactifs qu'on écrit donc sur la gauche, pardon, des réactifs qu'on écrit à gauche de l'équation chimique. Sur la droite, donc, les produits que vous voyez ici, et une ligne qui parcourt l'énergie des fragments de réorganisation des réactifs vers les produits. Et ces réarrangements doivent passer par un maximum énergétique, une activation pour obtenir. Donc, très schématiquement, avec ce que m'a permis de faire PowerDraw, vous voyez, c'est l'idée que deux molécules, les bleus et les rouges, pour ceux qui n'aiment pas ces représentations et qui veulent voir des atomes, suivez mon regard, hein, on parle d'azote, on parle d'ammoniac, donc c'est bien la réaction qui nous intéresse, le symbole, une recombinaison de l'azote avec de l'hydrogène pour donner de l'ammoniac. Nous pourrons penser qu'en absence de catalyseur, on pourrait penser, mais ça n'arrive même pas, une séparation en tous les composantes qui réussissent après à se réorganiser et à donner l'ammoniac. Que fait la catalyse? La catalyse est capable de changer le profil en blanc. Ce qui compte de ce profil en blanc est ce qu'on appelle l'énergie d'activation, ce maximum d'énergie qu'on appellera EA. Et EA que vous voyez ici est avec le chiffre moins lié avec une exponentielle à la vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus grand est cette frontière à dépasser, plus haut est le mur, beaucoup plus lente sera la réaction, parce que beaucoup plus difficile le passage de ce mur très grand. Et des fois, le mur est suffisamment grand pour que la réaction n'ait pas lieu du tout. Ce que fait la catalyse, c'est de proposer au même réactif un autre chemin réactionnel, et il le fait par addition d'un autre composant, le catalyseur. Ce catalyseur, ça peut être les enzymes. Hein, la vie se base sur une idée de réaction catalysée par des molécules très spécifiques qui sont capables d'accélérer
de façon très prononcée et de façon très spécifique des réactions utiles à la vie. Nous le voyons dans la fermentation du vin vers le vinaigre, du jus de raisin vers le vin. Mais, et c'est là peut-être la nouveauté, une des nouveautés du 19e siècle, il est possible aussi de trouver des molécules faites par l'homme, qu'elles soient isolées ou que ce soit des solides. On parle alors de catalyse homogène ou d'hétérogène, et que je vais représenter ici avec ce petit symbole orange, qui permettent d'accélérer la réaction parce qu'ils permettent un autre agencement des réactifs, des fragments, qui passent par des intermédiaires énergétiques toujours plus bas que la ligne en blanc. Et ces réactifs toujours plus bas de la ligne en blanc permettent d'arriver in fine au même produit en ayant utilisé moins d'énergie. L'autre nouveauté et l'autre paramètre que je voudrais souligner, c'est que ce catalyseur se retrouve régénéré comme au début de la réaction. Et donc, on retrouve la définition de 1902. Un catalyseur est une substance qui accélère la vitesse d'une réaction chimique sans être consommée. Il peut donc rentrer dans une autre réaction avec les mêmes réactifs pour donner les mêmes produits et continuer, etc., à faire cette multiplication et cette accélération de la transformation massive de la matière. J'en ai déjà touché deux mots. Les catalyseurs font partie de la vie. Nous avons des technologies qui datent du début de l'agriculture qui utilisent des catalyseurs biologiques, comme dans la fermentation. Mais l'histoire de la catalyse, qui est devenue la catalyse industrielle, celle qui fait un pendant à la chimie de Lavoisier de la fin du XVIIIe siècle, est une histoire beaucoup plus récente. Le premier procédé industriel est le procédé catalyseur hétérogène de l'acide sulfurique en 1878. Et peu d'années après, BASF en Allemagne réussit à faire la réaction dont nous parlons, à catalyser en situation industrielle, après les travaux de Haber de 1909, à rendre industrielle cette conversion de l'azote en ammoniac. Pour aboutir, et nous le verrons, à des tonnages assez faramineux, mais qui passent surtout, et ça, il me semble important si on veut faire de la chimie située, il s'agit aussi de connaître l'histoire et de comprendre certaines dynamiques qui ont été à l'œuvre. On parle beaucoup du fait que l'azote, et c'est tout à fait vrai, est essentiel à l'alimentation. Je crois que ça ne serait pas correct d'oublier deux étapes historiques importantes dans cette histoire de l'azote. La première, c'est qu'avant la transformation industrielle d'azote en ammoniac, les engrais, les fertilisants utilisaient des ressources animales, et en particulier le guano, donc les déjections de certains cormorans qui se retrouvent très présentes, par exemple au Chili. C'est intéressant de savoir que l'importance stratégique de cet accès à l'azote a été telle que le premier acte, qui est considéré l'acte impérialiste du Congrès des États-Unis, ça veut dire qu'il se donne la légitimité d'extraterritorialité. J'ai le droit, en tant que États-Unis, pour la protection du bien-être de mon peuple, d'aller annexer des îles qui sont riches, et dans ce cas, c'était le guano. Les historiens reconnaissent ça, et c'est 1856. Une période de guerre importante, la guerre du Pacifique, qui est appelée aussi la guerre du salpêtre, entre Chili, Bolivie et Pérou, vers la fin du 19e. Et cette idée, cette chancellerie européenne qui s'intéresse à comment se libérer de cette dépendance du commerce du guano. Et dans la littérature, ceux qui s'intéressent aussi à l'azote retrouvent souvent une citation de William Crookes, qui était un chimiste anglais qui, au début du XXe siècle, va dire « Nous devons nous intéresser à ce procédé chimique parce que c'est comme ça que nous aurons accès au pain ». La lecture de toute la citation montre un sous-texte beaucoup plus belliqueux. Il rappelle que
La fixation de l'azote est vitale pour le progrès de l'humanité civilisée et si nous n'arrivons pas à l'établir comme une des certitudes, donc à nous assurer la synthèse sous-entendue industrielle de cet azote fixé, la grande race caucasienne n'existera plus parce qu'elle sera éliminée par ceux qui ne mangent pas le pain issu du blé. Donc, ce ton rappelle aussi le contexte belliqueux et rappelle aussi que nous sommes au début du XXe siècle en Europe et que ces chancelleries s'intéressent à l'azote non seulement en tant qu'engrais, il y a des études de la fin du 19e, mais aussi et peut-être surtout parce que c'est la clé du nitrate d'ammonium, donc l'explosif, donc l'effort de guerre. Nous arrivons après l'application civile qui est essentiellement vouée à faire des engrais, à voir la synthèse de l'ammoniac avec 150 millions de tonnes par an. Ce sont des données de 2013, ça a cru depuis, être le produit chimique à plus large tonnage. C'est plus que tout le polyéthylène que vous voyez ici, c'est plus que tout le polypropylène, c'est plus que n'importe quoi d'autre en chimie. Cette même réaction est tellement importante qu'elle consomme 1% de l'énergie mondiale et implique aussi le dégagement de 1,4% de tout le CO2 anthropique. Donc ça aussi, ça donne une idée de la mesure et nous en avons déjà parlé et ces tonnes sont bien plus grandes que celle qui est définie l'espace sûr dans les limites planétaires. Alors, pourquoi s'intéresser comme ça au cycle de l'azote? Là, on va donner quelques données. Le cycle de l'azote, j'aime bien, je ne sais plus où je l'ai lu, ou, bon, peut-être pas, mais le cycle de l'azote est à la nutrition ce que le carbone, le cycle du carbone est à l'énergie. Donc, on sent, me semble-t-il, dans cette phrase, non seulement que c'est très important, mais qu'il y a une idée de cycle. Et comme l'emballement du cycle de carbone avec une accumulation de CO2 qui n'est pas compatible avec les cycles naturels de captation, nous avons le même problème ici. Allons voir d'un peu plus près pourquoi nous nous intéressons à ça. Vous savez évidemment que l'azote est un atome important. Il se retrouve dans tous les nucléotides du matériel génétique, ici en rouge. Il se retrouve dans tous les aminoacides, ici en rouge. Et donc, tous les muscles, tout notre ADN, tout notre ARN, et dans plein d'autres molécules importantes, comme par exemple au cœur de la chlorophylle pour la photosynthèse. Un dessin fait comme j'ai pu sur ce cycle complexe. Nous partons de l'azote de l'air. L'air, azote, oxygène, on respire, on a toute la machinerie chimique qui est capable d'activer cette molécule d'azote, d'oxygène O2, mais nous sommes incapables, comme la plupart des vivants, d'activer cette molécule N2. Il n'y a que certaines bactéries qu'on peut retrouver dans des légumes de légumineuses qui contiennent les enzymes capables de transformer l'azote bleu de l'air en forme réactive l'ammoniac qui à travers d'autres bactéries, donne des nitrates. Et c'est la combinaison entre l'ammoniac et son avatar, l'ammonium, avec des nitrates, qui est assimilée et qui permet la croissance du vivant. Il y a aussi des cycles qui compensent cette entrée dans le vivant, qui sont de dénitrification et de décomposition des déjections. Et c'est les formes les plus importantes, assimilation, décomposition. Les pratiques agraires millénaires savent qu'on peut enrichir un territoire. On ne savait pas que c'était de l'azote, mais il y a beaucoup de techniques. Et je vous ai parlé de l'importation du guano à la fin du 19e avec sa disparition et le procédé Haber-Bosch du début du 20e, qui permet donc de passer de l'azote à ammoniac avec un procédé Ostwald
qui a été développé aussi au début de 1900, qui est encore utilisé et qui a une très grande trace environnementale, donné par combinaison avec l'acide nitrique, du nitrate d'ammonium, qui a eu une application en guerre très importante et a expliqué l'augmentation du tonnage de ces productions d'ammoniac, mais qui après, en civil, a eu pour 10% continue à être utilisé pour des explosifs et 90% sous forme d'urée ou de nitrate comme fertilisant. Alors, première question, cycle de l'azote et production. On est à 150, ça continue à monter, 180, y en a-t-il assez? Vous vous rappelez de cette grande accélération dont nous avons discuté. Je tiens à montrer une photo que j'ai trouvée dans un livre récent, Photographie contemporaine et anthropocène, qui m'a été conseillé par la directrice de l'association qui nous accueille aujourd'hui. Et donc, on y retrouve cette publicité de Monsanto qui rappelle que sans produits chimiques, beaucoup plus de personnes mourraient de faim. Dans cette publicité, il y aurait plein d'éléments à déconstruire, le lien entre fertilisants et herbicides et insecticides qui contiennent de l'azote, qui est en partie lié à cet effort de la chimie du début du XXe siècle, mais dont c'est un aspect important et connexe, mais je ne vais pas en parler. Et avec la selling point, to make life a lot more livable, rendre la vie beaucoup plus vivable. C'était les années, je crois que c'est dans les années 70, cette publicité, mais cette idée que le Haber-Bosch nourrit moitié de la planète se retrouve même dans la littérature la plus récente. Preuve en est ce papier de 2008 où dans l'axe ici des X, nous voyons les années de 1900 à 2000. Dans l'axe des Y, nous avons plusieurs informations, dont la population mondiale en noir, l'utilisation de fertilisants, la production de viande. Mais surtout, sur l'axe, le deuxième axe des Y, le pourcentage de la population mondiale s'il n'y avait pas eu d'Haber-Bosch. Et vous voyez que les auteurs estiment que nous sommes vers 50% de la population si on n'avait pas Haber-Bosch. Donc c'est cette idée, c'est aussi une présentation des données de cette façon-là qui ne nous permet pas, me semble-t-il, de déconstruire de façon plus sereine l'impact d'un tel procédé et donc aussi de la catalyse. Je crois que nous pouvons prendre cette sérénité. Nous ne devons pas, en une certaine sorte, aussi oublier que cette présentation des données serve. Pour Monsanto, les intérêts sont assez clairs. Pour Sutton, il a quand même négocié la dernière directive des Nations Unies sur la gestion de l'azote et de façon très intéressante. Mais cette liberté à déconstruire me semble importante. Donc, pour moi, en tous les cas, ça a été utile de faire le lien entre cette phrase qui se retrouve dans la littérature académique comme grand public, que le procédé Haber-Bosch nourrit moitié de la planète, avec par exemple cette carte qui est issue de la FAO, donc le pourcentage de la population touchée par la malnutrition des pays selon les statistiques des Nations Unies de 2012. Donc vous voyez les pays en vert qui ont moins de 2,5% de leur population mal nourrie et les pays d'autres couleurs qui en ont plus. Donc déjà, Haber-Bosch nourrit moitié de la planète, quelle moitié ? Ça pourrait être une des premières façons de le déconstruire. La deuxième, c'est aussi que le lien qui est les personnes vivent parce qu'il y a Haber-Bosch
doit peut-être être aussi considéré dans un cycle plus grand. Il y a des phénomènes de rétroaction des fertilisants. Ce n'est pas la solution technologique, hein, nous en avons parlé au premier cours. Il y a les représentations culturelles, l'organisation sociétale. Une technologie n'existe pas dans un vide. Il y a évidemment toute cette concurrence, cette coexistence. Mais on ne peut pas penser simplement que les fertilisants permettent aux personnes de se nourrir, mais il y a aussi probablement une rétroaction ou un élargissement de la population appelle aussi à plus de fertilisants. Donc, ces clés de déconstruction me semblent importantes pour continuer à évaluer l'effet du cycle azote. Alors, sur les limites planétaires, je vous montre ici un schéma qui quantifie la quantité, ici en bleu, vous voyez des fertilisants. En bleu, ce sont les autres activités anthropiques, la production et d'élevage et de récolte. Avec, et c'est là que c'est assez impressionnant, une taille des flèches qui est proportionnelle à la quantité. Ce que vous voyez, c'est qu'à partir de l'azote atmosphérique, les fertilisants, il faut rentrer l'azote réactif avec une flèche qui a une taille de 11,2. Après toute cette machine, la quantité qui est nourrie, qui sert à la nutrition, est de 5. Tout le reste, la différence est ce qui est en orange, c'est la perdition de l'azote dans un réservoir naturel, que ce soit dans l'air, que ce soit dans l'eau. Pour vous donner des chiffres, nous avons vu azote va vers ammoniac avec un procédé essentiellement fossile, j'en reparlerai plus tard, pour donner des engrais sous forme de nitrate, on le verra, ou sous forme d'urée. Et nous allons faire un petit bilan. Si nous considérons 100 équivalents d'azote de départ, nous en perdons 6 avant l'application des engrais. Nous en perdons 47 qui n'arrivent pas directement à la plante. Il y en a 16 qui ne sont pas récoltés. Il y en a 10 qui servent à transformer des protéines végétales en protéines animales. Il y en a 5 qui ne sont pas alimentaires et il y en a 12 qui ne sont pas mangés. Donc, le bilan azote du système Haber-Bosch doit aussi prendre en compte cette efficacité qui reste quand même assez inquiétante. Et on retrouve le chiffre de Nitrogen Utilization Efficiency, donc une efficacité de l'utilisation de l'azote qui est de l'ordre de 4%. Donc pourquoi produire 100 si le service est la nutrition et on arrive à 4? Est-ce qu'il y a un lien avec la chimie? On pourrait parler des changements des pratiques agricoles, mais je voudrais faire le lien avec le cycle de l'azote que je vous avais dit. L'azote est à la nutrition, ce que le carbone est à l'énergie. Et on pense carbone, on pense CO2. Dans ce cycle de l'azote, il y a plusieurs émissions non contrôlées, dont l'ammoniac, dont des oxydes d'azote, mais surtout, 3 à 5% des pertes d'ammoniac sont sous forme de N2O. Ce N2O est un gaz à effet de serre dont le potentiel équivalent en termes de CO2 est de 300. Une molécule de N2O émise a le même effet que 300 molécules de CO2. Donc vous voyez que l'attention qui est portée à l'empreinte CO2 en aval de la production d'ammoniac est aveugle à tout, en amont, pardon. La production de CO2 qui est étudiée en amont azote, ammoniac, est aveugle à toutes les productions aval des émissions. En d'autres termes, pour 100 ammoniac produits, nous avons 300 millions de tonnes de CO2 émis et un équivalent de 2000
millions de tonnes juste pour cette partie N2O. Donc la connexion chimie-écologie permet, par exemple, de se poser des questions sur quel est l'impact de certaines recherches. La présence massive d'azote dans l'eau conduit aussi à des phénomènes dead zone, de zones mortes dans les océans qui sont dues au déclin des quantités d'oxygène. Et ces zones sont en partie surtout dues à de l'ammoniac, au phosphore et à la température, donc à l'utilisation des engrais. Il est estimé que 3 millions de dettes prématurées sont dues à la pollution atmosphérique et l'ammoniac est impliqué dans 1/5 de ces décès. Donc, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails, mais la formation des particules fines dont nous entendons parler a comme réactif limitant l'ammoniac. Ce ne sont pas les oxydes de la circulation, c'est plutôt l'ammoniac d'utilisation de l'agriculture. Donc, of all pollutants, ammonia is one that has the largest impact on mortality. Ça, c'est de tous les polluants liés à l'agriculture, l'ammoniac est celui qui a le plus grand impact sur la mortalité. Donc, la conclusion, est-ce grave, docteur? Oui, il y a des conséquences importantes et on arrive à le voir que cette idée de politique scientifique a aussi un effet sur la politique. Un petit exemple. Je ne sais pas si vous le saviez, les Pays-Bas sont le 2e plus grand exportateur de produits agriculturels du monde et sont les premiers en termes de fruits et verdures. Ça, c'est la taille des Pays-Bas à l'échelle des États-Unis, les États-Unis étant le premier pays. Et vous pouvez aller sur cet article du Washington Post pour voir des images et des animations absolument impressionnantes sur comment les Pays-Bas sont arrivés à cette productivité extraordinaire. Un petit aparté. Au premier cours, je vous avais parlé du fait que la chimie, me semble-t-il, maîtrise l'exclusion, cette capacité à être hors sol, cette capacité dans ces réacteurs à créer un monde, une transformation qui n'est pas nécessairement sensible par construction à son environnement ou qui peut l'exclure. Eh bien, il me semble que cette image de la chimie hors sol avec ces tomates hors sol fait un autre pas qui est en écho avec ce que j'avais dit. Et pour faire le lien entre productivité hollandaise et chimie, je vous porte ici quelques données sur l'utilisation des engrais par hectare de terre de 2020. La couleur semble être comme celle des autres dans les frontières de l'Hollande. Mais si vous allez regarder la légende, c'est une légende presque logarithmique. Les couleurs passent de 1 à 2 à 5 à 12 à 25 à 50 à 75 à 100 à 250. Donc il y a un tassement de ces emballements des chiffres assez évidents. Et si nous allons regarder la Hollande, on est maintenant à 250 kg par hectare avec un maximum dans les années 80 de 436, tandis que la France de la même couleur est un maximum de 109 et l'Inde n'a fait qu'une croissance récente jusqu'à 120. Donc, quoi que dise cette couleur bleu foncé, comme presque tous les autres pays du nord d'Europe, la Hollande a vraiment une situation à part et c'est revenu aussi sur des directives Natura 2000 du Parlement européen et qui font que les Pays-Bas sont le premier pays qui se sont dotés d'un ministère de l'azote. Depuis 2020, Madame Christiane Van der Waal est ministre de la Conservation de la Nature et des politiques de l'azote. Et c'est en
en continuation d'une directive qui a un titre assez intéressant, Not everything is possible everywhere. On ne peut pas tout faire n'importe où. Ça a conduit à un plan drastique des réductions de l'azote qui a provoqué la colère des agriculteurs. Ce titre est de juillet 2022. Et aux dernières élections 2023, le parti qui est le parti des agriculteurs a eu une percée électorale importante et son plan politique est de contrebalancer cette gestion de l'azote. Donc, ce que j'essaie de faire ici, c'est ce lien entre recherche, politique scientifique, mécanismes qui sont évidemment complexes et lien avec une politique évidente. Il existe et l'azote nous permet de le voir de façon très, très forte. La tangente, une vitesse, vers où allons-nous? Alors, ce que je n'ai pas dit et que les ingénieurs chimistes parmi nous, ceux qui travaillent avec les procédés en chimie, savent très bien, c'est que le procédé Haber-Bosch est un procédé exceptionnel. Il a une efficacité énergétique remarquable. Preuve en est qu'en moyenne, dans l'industrie chimique, parlons de pétrochimie, on entend pétrochimie, on a l'impression que la chimie utilise le carbone pour faire des matériaux. C'est vrai, mais il utilise aussi la ressource fossile pour donner de l'énergie au procédé, pour déplacer les fluides, pour les condenser, pour les chauffer. Donc l'empreinte, le rapport entre ces deux usages du fossile, comme ressource et comme source d'énergie, est typiquement de 1 à 1. L'empreinte carbone du procédé Haber-Bosch hors production de l'hydrogène est remarquable. Il utilise la ressource fossile, je vous l'expliquerai, mais n'a besoin que de 40% en plus pour le faire tourner. C'est ce qu'on appelle aussi des limites d'exergie. En effet, la difficulté, ce qui a déjà été pointé, c'est que pour l'instant, l'hydrogène est un hydrogène d'origine fossile. Et donc, même si dans l'équation bilan, on a l'impression qu'il n'y a aucun carbone, puisque l'hydrogène est issu dans les meilleurs des cas industriels déployés à large échelle maintenant à partir de méthane, il a une empreinte CO2 très importante. Et ça explique aussi le 1,4% des émissions du CO2. Donc, ce qui est en train, cette tangente, vers où allons-nous, vers où nous amène l'inertie du système, c'est de nous déplacer d'un hydrogène fossile, qu'on appelle aussi hydrogène noir ou marron, et qui donne dans les textes l'ammoniac marron, vers un hydrogène qui peut être complètement issu de renouvelables, on parle alors d'ammoniac verte, vers un hydrogène qui continue à être fossile, mais pour lequel on capture du CO2, on parle de bleu, on parle de turquoise, on parle de gris. Donc il y a tout cet arc-en-ciel d'hydrogène qui peut se greffer sur ce procédé extraordinaire en efficacité énergétique, qui devient donc un mécanisme de stockage de l'hydrogène, un mécanisme énergétiquement stable et efficace de stockage. Et vous voyez la littérature qui amène, par exemple, des idées de l'utilité comme stockage d'hydrogène pour donner une métallurgie à base d'hydrogène vert avec de l'ammoniac comme vecteur, des possibilités de faire un transport maritime avec de l'ammoniac. Et si nous allons voir à preuve de cette tangente, où on pense l'ammoniac maintenant comme un carburant possible, on peut faire une comparaison entre le rapport, le troisième rapport de l'IPCC, donc du GIEC en français de 2007, avec le rapport de 2022, toujours du GIEC, où l'ammoniac, dans un premier moment, était considéré fondamentalement comme son service fertilisant, et il fallait enlever du CO2, il fallait utiliser de l'hydrogène vert. Et maintenant, en 2022, se positionne beaucoup plus comme un transport
d'énergie, comme un vecteur d'énergie verte. Pourquoi est-ce une tangente qui peut soulever des questions? C'est parce que le volume de l'énergie est typiquement 10 fois plus important du volume de la chimie. Donc, réussir à positionner l'ammoniac comme un carburant peut conduire à l'augmentation importante, et je vous rappelle, 150 millions de tonnes, c'est déjà le produit le plus produit, à une explosion de cette présence. Et avec toutes les questionnements qui se posent, hein, qui sont présents. Donc, j'en arrive un peu à tirer les sommes de cet excursus. Hein. C'était cette fois non pas un cheminement personnel, mais une projection dans un contexte large dans lequel mes recherches, par exemple, peuvent s'inscrire. Donc, que se passe-t-il? Pour comprendre et pour mettre de l'ordre dans certaines de ces données, de ces accumulations, il m'a semblé intéressant de parler de la dépendance au chemin emprunté, qui est un concept utilisé en économie et ici utilisé par ce politologue pour parler, par exemple, de la réforme de retraite, qui explique bien que l'inertie d'une solution, avec en plus l'idée qu'il y a des alternatives historiques qui ont été supprimées, cette inertie du système peut conduire aussi à des conséquences non attendues et que ces conséquences non attendues peuvent arriver à une réorganisation par correction différente, par capacité à voir une autre situation ou par des changements assez radicaux, voire ce que les collapsologues peuvent parler de abrupt. Ce type de schéma me semble intéressant aussi pour questionner le cycle de l'azote. Quelles sont les alternatives historiques qui ont été supprimées? Quelles sont les possibilités de réforme, les conséquences inattendues et les différents scénarios? Ce n'est pas à moi, évidemment, de donner une solution à cette question. Mais je rappelle aussi les conclusions de l'avis du COMEX que j'ai présenté en introduction, c'est que c'est la responsabilité du monde de la recherche à l'égard de l'environnement doit s'exercer en situation concrète. Et ce n'est ni au COMEX ni à chacun individuellement de le faire, mais c'est au monde de la recherche lui-même d'ouvrir en son sein un large débat sur ces questions des enjeux environnementaux à la conduite de la recherche. Mes conclusions, pour l'instant, c'est que la grande dépendance de ce chemin de l'histoire du début du XXe siècle, le fait que la limite planétaire est largement entachée et le fait qu'il y a aussi des scénarios qui proposent une continuation dans l'accélération de ce rôle de l'azote me semble être une forme de sonnette d'alarme, cautionary tale, envers la catalyse. Je vais donc conclure sur le troisième point que je vous avais proposé et qui était le lien entre catalyse et anthropocène, cette idée de l'accélération de la chimie. Petit logo que je montre en cours des fois, Deeper Insights, c'est juste pour dire, presque ne le lisez pas, c'est une liste des procédés catalytiques. La catalyse est née à la fin du 19e siècle, a eu des procédés très importants au début du 20e siècle et continue à produire des solutions importantes, que ce soit dans la santé, que ce soit dans les traitements, dans le raffinage et dans les produits intermédiaires. Mais si nous restons dans l'idée du 19e siècle,
il me semble, utile de rappeler que la chimie a été utile pour comprendre comment se transforme et aussi comment transformer le monde. Le lien entre chimie et politique et économie au 19e siècle était tout à fait établi. Et pour mettre quelques exemples, je rappelle le principe de rien ne se crée et tout se transforme de Lavoisier dans son traité élémentaire de chimie qui date de 1789. En 1801, Jean-Antoine Chaptal, qui est un chimiste que vous connaissez peut-être pour la chaptalisation, l'idée d'ajouter du sucre à des vins pour augmenter leur degré, était un ministre de l'Intérieur de Napoléon Bonaparte. Et les travaux de Chaptal montrent qu'il considérait la chimie non simplement utile aux industries, mais comme une discipline qui a des liens conceptuel, puisqu'il s'intéresse aux lois de transformation de la matière avec des lois en économie. Et je vous conseille ce livre de Viana et Missemer, une histoire de la pensée écologique. Là, donc, c'est un chimiste vers la politique. Il y a aussi la politique vers la chimie. Pierre Leroux, que vous connaissez peut-être parce qu'il a inventé le mot socialisme, qui a été député au milieu du 19e siècle, s'intéressait fortement à comment appliquer sa politique socialiste en termes de chimie. Et Bonneuil et Fresseuse, dans leur événement Anthropocène, disent ça. On comprend pourquoi les socialistes du milieu du 19e siècle s'intéressent de très près aux travaux des chimistes et à la question métabolique. Nous ne créons rien, nous n'anéantissons rien, nous opérons des changements. La consommation est le but de la production, mais elle en est aussi la cause. Dans ce chapitre « Cycle et métabolisme, chimie des rapports nature-société » dans le livre de Bonneuil et Fresseuse. Eh bien, si ces éléments du 19e siècle me semblent pertinents pour dire vraiment qu'il y a une chimie politique, il est peut-être intéressant de se rappeler que la définition de Ostwald de catalyse date d'un siècle plus tard par rapport à Lavoisier. On parle de 1902. Et à partir de 1902, à partir de fin du 19e, mais surtout dans le 20e siècle, cette croissance des phénomènes catalytiques. On pourrait donc penser que penser la catalyse pour comprendre comment s'accélère ou accélérer la transformation du monde est un lien direct aussi à éclaircir des points du politique. Je terminerai donc ici en rappelant non seulement le rôle de la catalyse, et là on est en train de parler de Haber et du catalyseur de Mittag, mais aussi du fait du réacteur hors sol qui a des pressions toujours plus hautes. Je me suis amusée à demander à ChatGPT à quoi on pouvait comparer les conditions à l'intérieur d'un réacteur, et on peut les comparer, paraît-il. ChatGPT n'est pas une source fiable, mais elle est intéressante pour d'autres aspects, à Vénus, sur la surface à 460 degrés et une pression de 90 atmosphères, même si c'est dû à du CO2. Donc ici aussi, l'idée qu'il y a une possibilité de faire des conditions extraterrestres, cette déconnexion du sol. Les conditions extraterrestres, ce n'est pas la chimie qui les apporte. La métallurgie millénaire a des températures qui ne sont pas celles qu'on vit tous les jours. Mais il y a quand même quelque chose à réfléchir autour de cette capacité à aller dans des conditions de pression, par exemple, à aller dans des mesures d'échelle. Et c'est ce lien entre accélération de la catalyse, entre conditions peut-être hors sol, scalabilité, mais aussi l'idée de l'absence, non pas de l'absence, mais de la réduction d'une fonction à des aspects d'une molécule chimique. Donc cette idée de corrélation structure-activité est une relation qui est en écho avec la maîtrise de l'exclusion. Et preuve en est, par exemple, dans ce livre de Samir Boumedienne sur la colonisation des savoirs, la différence entre le traitement et le soin.
entre le fait d'un médicament, une molécule chimique, on peut penser, et tout le contexte du soin. Et qu'il faut repenser aussi en termes de chimie ce lien entre les molécules que nous produisons et le contexte dans lequel ça évolue. Merci.